Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. C'est bien l'un des sujets les plus angoissants lorsque l'on parle d'éducation en France, la situation des enseignants. Que l'on parle de conditions de travail, de salaire, du statut si peu valorisé dans les médias, des réformes qui oublient les difficultés les plus importantes du métier, il est plus que jamais important de pointer du doigt cette crise qui existe certes depuis longtemps, mais qui mérite encore et encore d'être mise en lumière pour que les choses changent vraiment. J'ai eu la chance de recevoir William Lafleur, alias Monsieur le Prof, l'enseignant qui porte la voix de nombreux autres qui souffrent malheureusement trop. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour William. Bonjour. Vous êtes connu sous le pseudonyme de Monsieur le Prof sur les réseaux sociaux. Vous étiez jusqu'à récemment professeur d'anglais, mais vous avez décidé de quitter l'éducation nationale, une aventure que vous racontez dans votre livre publié récemment aux éditions Flammarion, appelé L'ex plus beau métier du monde, avec en plus de nombreux témoignages de collègues décrivant la décadence de l'éducation nationale. Alors l'actualité récente nous prouve à quel point le métier d'enseignant est plus qu'en danger en France avec l'attentat à Arras causant la mort de Dominique Bernard. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que vous avez décidé d'appeler votre livre « L'ex plus beau métier du monde ». Je suis parti d'un constat tout simple, qu'on commence enfin à observer, que le grand public commence enfin à observer, c'est que le métier n'attire plus, tout simplement. Ce qu'on appelle habituellement le plus beau métier du monde, parce que c'est un métier tourné vers l'avenir, vers la jeunesse, c'est un métier de transmission, un métier de passion, c'est un métier formidable en théorie. Et aujourd'hui, le nombre de candidats baisse chaque année, mais ça fait depuis 10 ans que c'est en baisse constante, et le nombre de démissions, lui, est en augmentation constante également. Donc, c'est bien que ce métier n'est plus très clairement le plus beau métier du monde. Donc voilà. À l'origine, c'était juste un titre de travail, et l'éditeur a trouvé ça plutôt percutant, donc il a gardé. Et quelles sont les raisons qui expliquent tout cela ? Alors, les raisons font 440 pages, c'est tout l'objet de l'ouvrage. Mais en gros, on peut résumer ça. Moi, j'ai fait un chapitrage qui suit donc, on va dire une dizaine de raisons majeures, qui n'ont pas forcément, j'ai pas hiérarchisé ça, mais il y a la question du rapport à l'institution, c'est-à-dire notre ministère et notre inspection, les rectorats, tout ça, le fait que ils ne sont pas du tout derrière nous. On a l'impression plus de se faire écraser qu'autre chose par notre hiérarchie. Ça, c'est une raison. Ça peut être la question des mutations, le fait que quand on est enseignant, quand on passe le concours, on va être envoyé à droite à gauche pendant des années. C'est très dur d'avoir une situation stable. Il y a la question du salaire, dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui est vraiment un sujet tabou là ces 20 dernières années, parce que on considérait que les profs travaillaient finalement peu, et donc c'est normal de les payer peu. On voit que non, le quatrième partie, c'est les clichés sur les enseignants. Cette idée, vu qu'un enseignant, on va dire dans le secondaire, est face à ses élèves 18 heures, on va avoir beaucoup de clichés de gens qui s'imaginent qu'un prof ne bosse que 18 heures par semaine. Oui. Comme si un joueur de foot ne joue au foot que 90 minutes par semaine également. On occulte toute la partie préparation, correction, etc. Donc ça, c'est une raison. Il y a le rapport aux parents qui devient très difficile, avec la numérisation du métier, le fait que les parents sont de plus en plus clientélistes et s'attendent à ce que l'école soit finalement à la carte et qu'on ne s'occupe que de leur enfant, en oubliant au passage que les effectifs dans les classes augmentent. Ça, c'est le problème des moyens. Les moyens, voilà, c'est le nombre d'élèves en classe qui augmente, c'est les établissements qui tombent en ruine, c'est les établissements où on découvre qu'il y a de l'amiante dans les murs. Donc on nous dit surtout ne percez pas les murs, ne mettez pas de punaises au mur parce qu'il y a de l'amiante qui risque de s'échapper. Donc voilà, ça c'est une autre raison là. Il y a aussi le manque de moyens humains, le fait qu'on nous supprime petit à petit les infirmières scolaires, les médecins scolaires, qui sont déjà une rareté, hein. Les assistantes sociales, les psy-EN,
le fait qu'on nous réclame de plus en plus de choses, d'inclure de plus en plus d'élèves, mais sans nous donner les moyens. Enfin, voilà. Tout ça, les raisons à part sont surmontables, mais quand on cumule vraiment toutes ces difficultés, on a l'impression que c'est sans fin, et on comprend en fait que la jeunesse à bac+5 se dise mais pourquoi faire ce métier alors que je pourrais être payé bien mieux dans des conditions de travail bien meilleures ailleurs. Est-ce que c'est un cas très français? Hélas, non, c'est quelque chose qu'on remarque dans le monde occidental. En fait, le monde occidental est quand même tourné plutôt axé vers le capitalisme et donc voit l'éducation comme un coût. Elle ne voit pas ça comme un investissement. Et tout ce qui est coûteux, l'éducation c'est quelque chose de très coûteux parce que nous en France on a 12 millions d'élèves, on a 800 000 enseignants, on a des milliers d'établissements scolaires, donc c'est extrêmement coûteux. Et c'est ce sur quoi on veut faire des économies parce que quand on gèle le salaire d'enseignant par exemple pendant des années, mais on fait des économies qui sont de l'ordre de plusieurs milliards d'euros. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de pays. En fait, on est en train de suivre, nous, le modèle anglo-saxon, le modèle anglais ou américain, c'est-à-dire réduire les moyens de l'éducation et pour mener à sa privatisation, tout simplement. Est-ce que vous pensez que c'est uniquement une question de coût qui explique pourquoi le système met autant de temps à se réformer? J'ai toujours l'impression, lorsqu'on parle de l'éducation nationale, que c'est vraiment le ministère qui a le plus de mal à se réformer. Je pense que c'est une idée reçue dans la mesure où là, par exemple, ça fait depuis 20 ans, depuis Claude Allègre, donc début des années 2000, que les gouvernements, les ministres de l'éducation ont fait passer leurs réformes, certes avec des grèves, certes avec des protestations, mais ils les ont fait passer quand même. Il n'y a aucun mouvement national qui a mené à l'annulation d'une réforme du ministère de l'Éducation. Donc, ils ont les moyens de réformer. C'est juste que ce qui se passe, c'est qu'ils réforment tellement qu'ils font ça dans la précipitation, sans prendre le pouls des enseignants et demander un peu ce que nous on en pense. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a des réformes un peu style essuie-glace, c'est-à-dire qu'un coup elles sont faites et un coup elles sont détricotées. Exemple, la réforme du collège de 2016 de Najat Vallaud-Belkacem, gouvernement de gauche. 5 ans plus tard, Jean-Michel Blanquer fait une sorte de contre-réforme et annule la moitié de cette réforme. Lui, il fait sa réforme du lycée, et là, on voit Gabriel Attal qui est en train de la détricoter. Donc oui, c'est ce genre de difficulté qu'on a, mais en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de précipitation et peu d'écoute du ministère. Pourquoi est-ce que vous avez décidé, vous, de quitter le navire de l'éducation nationale plutôt que d'essayer de mener un combat en interne pour changer les choses? Parce que ce combat en interne, je l'ai mené, et on est beaucoup d'enseignants à le mener. Et en fait, c'est David contre Goliath. Et dans la vraie vie, David perd. Il y a, nos capacités à changer les choses de l'intérieur sont minimes. On peut le faire en s'engageant de façon syndicale, en faisant des collectifs, en s'organisant autour d'actions communes, mais il y en a très très peu qui aboutissent. Et au bout d'un moment, ça affecte notre santé mentale ou notre santé tout court. Et il y a un moment où on se dit, est-ce que ça vaut le coup de se sacrifier pour son métier? On a des collègues enseignants qui l'ont fait. Je pense à Christine Renon qui s'est donné la mort et qui avant ça avait envoyé des lettres à ses collègues directeurs pour expliquer son désarroi face à ce métier qui est en train d'être détruit. Mais même ce genre d'action dramatique, ne rencontre aucun écho dans la classe politique. Donc moi, je considère que ce n'est pas une bonne chose de mourir pour son métier, surtout pour un métier qui nous donne si peu en échange. Donc voilà, j'ai préféré partir, mais j'encourage effectivement vivement les collègues à ne pas être aussi résignés que moi. Hein. C'est facile à dire, mais voilà. Je sais qu'au niveau national, comme je l'ai dit, les actions, on ne peut pas faire face à ce qui est vraiment un rouleau compresseur qu'est le ministère de l'Éducation nationale. Là où il y a des réussites, c'est au niveau local. C'est-à-dire quand il y a un collège, une classe d'un collège qui va fermer, quand il y a un professeur qui n'est pas remplacé. Au niveau local, en ayant une union des enseignants, de la hiérarchie, du chef d'établissement, des parents, et en ayant un écho dans la presse locale, on peut faire bouger les choses. Ouais. Et qu'est-ce qui, pour vous, a été le plus douloureux dans votre quotidien d'enseignant ? Je crois que ce qui était le plus frustrant, c'est ce décalage entre ce qu'on vit sur le terrain
et la représentation qu'on en a dans les médias. Et notamment, on a une surreprésentation du ministère. À l'époque, Jean-Michel Blanquer était très présent dans les médias. En cette rentrée 2023, on a Gabriel Attal qui est, on a l'impression, sur tous les plateaux toutes les semaines, et qui, eux, vont avoir des discours, mais déconnectés de la réalité, et en fait, des discours qui infusent dans la population. C'est-à-dire que quand je parlais de ce que je vivais à ma famille, que ce soit ma grand-mère, mes parents ou des amis, eux, le seul écho qu'ils avaient, c'était celui de la télé, de la radio, et ils tombaient des nues. Et parfois même, ils ne me croyaient pas, parce que c'était le contraire de ce que le ministre avait annoncé. Et ça, c'est extrêmement frustrant, parce qu'on a l'impression de ne pas du tout être entendu. Et pourquoi est-ce que vous pensez que l'espace médiatique est si peu valorisant pour le métier d'enseignant ? Alors là, c'est tout un chapitre de l'ouvrage où je parle des médias, des grands médias mainstream, que sont la radio et la télévision, surtout les chaînes d'infos en continu, qui font ce qu'on appelle du prof bashing. En gros, parler des profs à la télé, c'est facile parce que vu que tout le monde a été à l'école, on a tous son avis à donner, et souvent on a un avis un peu péremptoire et pas du tout construit. On a beaucoup de gens ont des comptes à régler avec l'école, et donc à la télé, à la radio, on s'en donne à cœur joie. Alors pourquoi, je sais pas, peut-être cette idée de compte à régler, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de contre-vérités, voire de mensonges donnés à la télé. Je donne des exemples dans l'ouvrage où on a, par exemple, on parle de la question des salaires, il y a des chiffres exorbitants qui sont donnés comme si on gagnait tous 3 000 €, avec du coup les gros titres, les profs français sont pas si mal payés, et avec des éditorialistes qui disent ils se plaignent pour rien, avec zéro vérification des chiffres. C'est assez lunaire. Donc oui, je ne sais pas. Ce qui est très frustrant, c'est qu'on a très peu d'enseignants sur les plateaux quand il y a justement le ministère. On n'a personne en fait face à eux. Là, par exemple, en cette rentrée, Gabriel Attal était à France Inter, à Quotidien, où il a pu parler de ses programmes, parler de ses intentions, et il n'y avait personne face à lui pour dire mais attendez, ça va pas se passer comme ça. On est sur le terrain, on sait ce qui se passe. À la place, on a des journalistes ou présentateurs peu informés qui vont dire oui, c'est très bien, vous êtes très moderne, et qui vont apporter aucune contradiction. Donc c'est assez frustrant. Et c'est le travail que vous faites en ce moment en même temps. Oui, absolument, oui. Alors c'est un peu, j'ai l'impression d'être un peu un fact-checker de temps en temps, c'est-à-dire que oui, en fait, quand on a par exemple Gabriel Attal qui à la veille de la rentrée dit, sur plein de plateaux, dit il y aura un prof devant chaque élève, c'est un mensonge. Enfin, il sait qu'il ment. On savait l'année dernière qu'il en manquait dans plein d'établissements. Là, cette année, il manquait un prof dans près de 50% des établissements. Donc, le ministre, s'il est informé, ce que j'espère, il sait que quand il dit il y aura un prof devant chaque élève, il ment. Et pourtant, il y a aucun journaliste qui remet sa parole en doute. Moi, je trouve ça terrible. Ouais. Vous dites observer un glissement vers une privatisation de l'éducation. Alors moi qui connais bien l'éducation hors contrat, parce que mes parents ont monté le premier établissement en France, Montessori, qui va de la maternelle jusqu'au lycée, dans lequel j'ai effectué toute ma scolarité. Donc moi je connais bien moins bien l'éducation nationale que vous. J'ai plutôt l'impression qu'au contraire, ils mettent des bâtons dans les roues aux créateurs d'éducation et d'écoles privées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est qu'il faut distinguer le sous-contrat et le hors-contrat. Ouais. Quand je dis on va vers un glissement vers la privatisation, c'est effectivement sous-contrat avec l'éducation nationale. Je pense que là, on l'a vu aussi, l'éducation nationale est plus ou moins en train d'interdire l'instruction à domicile. C'est ça, ouais. Elle fait tout pour que ça soit extrêmement compliqué. Et ce qu'elle désire, oui, c'est du sous-contrat, parce qu'il y a quand même un contrôle de l'éducation assez présent, et leur contrat, ça effraie un peu parce que c'est des méthodes qui du coup sont hors de contrôle du ministère, et voilà, ça ne leur plaît pas. Oui, d'accord. Merci pour cette précision. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonnée à la lecture de votre livre, c'est que j'ai découvert que il existait en fait un système très peu bienveillant, voire maltraitant envers les enseignants en interne. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, absolument. C'est en gros, c'est comme si on avait deux camps. C'est comme si nos RH travaillaient. Alors déjà, on ne peut pas les rencontrer. Ça, c'est quand même fou. On a donc ce qu'on appelle une DPE, la division du personnel enseignant, qui est dans les rectorats. Et nous n'avons pas le droit de les rencontrer. C'est-à-dire qu'ils sont littéralement dans les bâtiments du rectorat. Il y a des gardes armés à l'entrée. Si on n'a pas de raison valable, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas de nous rencontrer, ce qu'ils ne font pas, on ne les rencontre pas. Et c'est eux qui gèrent nos dossiers. Donc ça, déjà,
On est mis à distance. Moi, je me souviens, il y a une année où j'avais une affectation un peu lunaire et je voulais en parler avec ma personne de la DPE. Je n'ai pas pu. J'ai dû m'infiltrer dans le rectorat, alors ce qui était déjà pas terrible. En gros, j'ai donné une fausse raison aux gardes à l'entrée pour rentrer, ils m'ont fait rentrer. Et ensuite, on m'a barré l'accès aux étages. Et la personne, elle m'a dit, je vous vois de la fenêtre. Et elle m'a résolu mon problème au téléphone. Elle ne voulait pas me rencontrer. Enfin, c'est sidérant. Pourquoi vous pensez que le système de garde? Alors là, parce que eux, ils sont gardés. La France est sous Vigipirate et compagnie, donc les rectorats sont bien gardés, bien plus que les écoles, ça c'est certain. Et armés lourdement, hein, vous savez, avec les mitraillettes, ce genre de policiers. Donc voilà, qu'est-ce que c'est la maltraitance du rectorat ou de l'institution? Ben, c'est le fait de nous humilier, notamment lors d'inspections. C'est-à-dire que nous, on nous demande toujours d'être bienveillants avec les élèves, de toujours les motiver, etc. Ce qui est bien, hein, je ne crache pas dessus, évidemment. Nous, les inspections, c'est pendant 1 heure, on donne notre cours donc à un inspecteur qui ne va voir ça que une fois tous les 5 ans. Et pendant l'heure qui suit, il va détruire notre cours. Il va pas nous dire ce qui est positif, ou alors il passait très peu de temps, et au contraire, ça nous sabrer. Et ça, c'est pas juste mon expérience personnelle, je l'ai partagé, et on a plein de collègues qui sont terrorisés par la venue de l'inspecteur, parce que c'est la seule fois où on a un adulte de notre hiérarchie qui vient nous observer faire un retour, et en fait, c'est des pratiques vraiment humiliantes. Moi, je me souviens d'une collègue, adorée tous de ses élèves, de ses collègues qui faisaient de très bons cours. L'inspecteur l'a démolie, et ensuite elle s'est mise... elle était en dépression pendant des semaines, parce que on ressort de là, on a l'impression d'être le pire des profs. C'est quand même pas très très motivant. Là, moi, mon inspecteur, le dernier en date, est venu avec, je cite, objectif de me flinguer, de me descendre. Parce que voilà, j'avais pris la parole, je pense, sur les réseaux, ça n'avait pas plu. Et donc, effectivement, pendant 1 heure, il a juste sabré ma séance. Je ne vois pas du tout ce qu'on peut ressentir de positif de ce genre de situation. La maltraitance, ça peut être aussi à des niveaux... j'ai un exemple là, dans l'ouvrage qui est très à propos, parce que ça parle de la situation après Samuel Paty, après l'attentat de 2020, où on a une collègue, alors j'ai plus l'extrait là sous la main, ah si. Je vais trouver, ah non, je l'ai plus là, mais en gros, qui explique qu'il y a un adulte, un parent d'élève qui voulait la frapper au portail, et elle a fermé le portail, lui il a escaladé le portail, il s'est même ouvert en escaladant, il y avait du sang, elle a du sang fermé, lui il frappait aux portes. Et peu de temps après, il y a eu une plainte qui a été déposée, et l'inspecteur a vu les vidéos de surveillance où on voyait cette scène, et il a dit à l'enseignante, vous courez pas très vite quand même. Enfin, c'est sidérant, enfin c'est quand même quelque chose de traumatisant. Ça s'est passé 1 mois après l'assassinat de Samuel Paty, mais on n'a pas idée d'avoir ce genre de propos. Ou même cette RH de l'Académie de Montpellier, qui, lors d'une réunion, répondait aux questions, et la question c'était il y a quoi comme reconversion possible pour les profs? Et elle a répondu il y a l'euthanasie dans un établissement où 4 enseignants se sont suicidés ces 10 dernières années. Mais quel enfer! Enfin, on n'a pas idée de traiter ces employés de la sorte. Alors j'imagine que c'était une blague de très mauvais goût, mais ça montre en fait qui sont très loin de nos réalités. Et ça peut être des petites choses. La maltraitance institutionnelle, c'est aussi un chef d'établissement qui, une année, dit lors de la réunion de rentrée, pour faire comprendre qu'il voulait pas de grève cette année, qui a dit, vous savez, moi, les emplois du temps, c'est moi qui les fais, je maîtrise très bien le logiciel pour les créer. Donc je peux vous faire un emploi du temps aux petits oignons, ou je peux vous faire le pire emploi du temps qui soit. C'est marche ou crève, quoi. C'est vous suivez, vous m'écoutez, vous m'obéissez, sinon je pourris votre vie. Et ça, des exemples comme ça, on en a à l'appel, quoi. Donc ça, voilà, c'est ce genre de rapport qu'on a à l'institution. Où en gros, on sait que quand on a un problème, par exemple quand on a un élève violent ou un parent violent, si on va demander de l'aide à notre hiérarchie, ça va être double peine.
plutôt que de nous dire on va faire ça pour vous accompagner, pour vous aider, ils vont nous dire vous avez fait une faute, vous n'auriez pas dû agir comme ça, et ils vont nous en rajouter derrière. Pourquoi vous pensez qu'on a établi un tel rapport hiérarchique? Alors, je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les chefs d'établissement ont un système d'évolution de carrière qui est différent d'une autre. En gros, les chefs d'établissement, tous les 5-6 ans, ils changent automatiquement d'établissement. Il y a un roulement comme ça dans toute la France. Pour obtenir un meilleur établissement, c'est-à-dire plus coté, plus sympa, dans une ville où plus recherché, ils ne doivent pas avoir résolu des problèmes dans leur établissement, ils doivent ne pas avoir eu de problème. Comment on fait pour ne pas avoir de problème? On les remonte pas. C'est-à-dire que quand il y a des actes de violence, on les passe sous le tapis, pour que ça n'enfreigne pas les statistiques de l'établissement et qu'on puisse avoir une meilleure carrière. Donc ça, voilà, c'est le genre de système en place qui fait que le pas de vague, c'est-à-dire passer sous silence tous les actes violents qui peuvent se dérouler, c'est pour ça que ça existe. Est-ce que vous voyez d'autres difficultés d'un point de vue des conditions de travail des enseignants que on pourrait mettre en avant dans ce podcast? Oui, une difficulté majeure dont on ne cesse de parler, mais qui vraiment est à la source de beaucoup de maux, c'est la question des effectifs en classe. Quand on a à l'école primaire des classes qui dépassent les 25, qui se rapprochent des 30, c'est sidérant. Quand au collège, on est pareil, 29, 30, au lycée 36, 37, 38 élèves par classe. En fait, pour l'instant, la seule raison qui fait qu'on n'a pas plus d'élèves par classe, c'est que les classes ne peuvent pas en contenir plus. Ça devient physiquement impossible de rajouter des élèves. Parfois même, on manque de tables et de chaises. Il y a un témoignage dans le livre qui dit qu'on manque tellement de tables et de chaises qu'ils ont dû en chercher dans un établissement voisin, même pas dans la salle à côté, dans un autre collège. C'est fou. Et donc, ce nombre d'élèves par classe, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des élèves qui suivent moins bien. Ça donne le fait que le prof ne peut pas individualiser, ne peut pas être derrière chaque élève parce que il y en a 3 à gérer. Ça donne plus de bruit, plus d'agitation. Ça donne plus de travail aussi, plus de travail de correction, de préparation. Ça donne aussi, par exemple, des cas de violence, de harcèlement qu'on peut plus difficilement voir parce que avec tous ces élèves, c'est dur d'avoir l'œil sur tout le monde. Ça donne le fait qu'en anglais, par exemple, 36 élèves, moi j'en avais au lycée, des classes à 36. 36 élèves, je les voyais 2 heures par semaine. C'est-à-dire que concrètement, s'ils parlent chacun, on va dire, 1 minute pendant le cours, c'est déjà pas mal. Ils vont parler 2 minutes en anglais. Mais ça n'a aucun sens pédagogique. Et ça, cette question des effectifs, je ne sais. Est-ce que vous avez entendu Gabriel Attal en parler? Non. Pour l'instant, c'est alors là en septembre, c'était la baya. Ensuite, c'était le harcèlement. Comment on le résout avec des cours d'empathie? On ne sait pas du tout qui va les donner. En fait, la question des effectifs est passée sous silence pour la seule et bonne raison que ça coûte cher. Et encore une fois, on va éviter d'augmenter les coûts de l'éducation. Et d'ailleurs, en termes d'effectifs par classe, il me semble que la France est l'un des champions en Europe du nombre d'enfants par classe. Oui. Il n'y a pas de quoi en être fier, mais effectivement, cocorico, là-dessus, on est pas mal. Alors, il y a un autre sujet que je trouve assez épineux lorsqu'on parle des enseignants en France, c'est la question de la formation. J'ai l'impression que c'est très compliqué pour vous d'avoir des formations déjà et d'en avoir de qualité. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, ça c'est pareil. En fait, là, qu'est-ce qu'on s'imagine d'une formation de prof? Enfin, moi, avant de la subir, je me disais formation de prof, on va m'apprendre à faire des cours, on va m'apprendre à gérer des situations face aux élèves, on va m'apprendre qu'est-ce que c'est un élève dyslexique, comment gérer cette situation, ou l'autisme, comment ça se passe, ou des choses très concrètes. Un cours d'anglais, comment on fait pour enseigner l'anglais à un 6e, ou comment on fait pour gérer ça avec des terminales, comment est-ce qu'on trouve des documents intéressants, comment est-ce qu'on les exploite. Enfin, il y a plein de choses à apprendre. Les cours, moi la formation que j'ai eue était à des années-lumière de ce que je pouvais exiger. Et en gros, la formation des profs, ce qu'il faut savoir pendant le master, c'est que elle ne nous entraîne pas à devenir prof, à
à exercer le métier, elle nous entraîne au concours. Donc on a des épreuves au concours qui sont des épreuves de traduction, des épreuves de dissertation, des épreuves très académiques, et c'est à ça qu'on nous entraîne. Donc bon, déjà pendant ces 2 années-là, on va pas apprendre grand-chose d'utile. Ensuite, la vraie formation, elle commence quand on commence à enseigner en même temps. Et là, en fait, la formation a toujours un train de retard. C'est-à-dire que moi, j'avais fin septembre une formation qui s'appelait comment préparer ses premiers cours. Bon, le mois de septembre était passé, j'avais dû gérer ça tout seul. Ensuite, après les conseils de classe, j'avais qu'est-ce qu'un conseil de classe et comment bien le préparer. Voilà, tout au long de l'année, c'était ça en retard. Et ensuite, il y avait d'autres formations qui consistaient à juste le formateur était là et accueillait tous les stagiaires de l'académie en anglais. On était assis en U et il nous disait parlez-nous de votre semaine. Donc chacun parlait de ses problèmes et il était à notre écoute. Et ensuite, quand on lui disait par exemple moi là j'ai un élève, il refuse de s'asseoir à sa place. Par exemple, je lui dis de s'asseoir là, il refuse. J'ai pas su gérer cette situation, j'étais un peu pris au dépourvu, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et là, la réponse à chaque fois du formateur, c'était vous savez, moi cet élève, je ne le connais pas et chaque situation est unique. Je ne peux pas vous donner de réponse, de solution magique. Donc vous les autres étudiants, comment vous auriez géré à sa place? Et voilà. Et on a une discussion qui ne mène à rien parce que il refuse de dire des choses du type il faut être ferme. Si l'élève refuse, on appelle la vie scolaire. Enfin voilà, il y a des choses à mettre en place si un élève refuse d'écouter ou d'obéir à quelque chose d'aussi simple. Mais ça, on l'avait pas. Et ça, c'est pas juste ma formation où je suis tombé sur des formateurs pas terribles. C'est pareil, c'est très courant. Et là, moi, j'anime, j'ai un groupe de partage de documents entre profs d'anglais, où on s'entraide. Et chaque année, fin août, début septembre, j'ai des collègues, des jeunes collègues stagiaires qui disent mais à l'aide, là, je vais commencer à enseigner et je sais pas comment faire cours. Mais c'est fou. Donc voilà. Ça, c'est pour le côté soft. Le côté terrible, c'est les formations ultra infantilisantes que j'ai subies aussi, voilà, où on nous fait tous nous mettre en cercle et on s'envoie un ballon imaginaire en criant notre prénom pour apprendre à faire connaissance, ou la fameuse tour en spaghetti avec du chamallow pour apprendre à bien travailler en équipe, etc. Enfin, c'est très éloigné de nos besoins. C'est ça qui est terrible. Et ça fait que moi, voilà, petit aveu, en tant qu'élève, je n'ai jamais séché les cours de la 6e à la terminale, j'ai toujours été assidu. La première fois de ma vie que j'ai séché une formation de prof, parce que pour moi, c'était une perte de temps. C'était vraiment une totale perte de temps. Et les premières victimes de tout ce système, c'est évidemment les enseignants, mais on est obligé aussi de parler des élèves. Quel impact vous voyez sur les élèves? Et vous dites notamment dans votre livre que les jeunes vous semblent encore plus fragiles qu'avant. Pourquoi? Ouais. Mais là, prenons par exemple le fait que ma formation ne m'a pas aidé à bien gérer des situations. Donc ça veut dire que pendant ma toute première année là d'enseignant, j'ai utilisé mes élèves, mais c'était des cobayes en fait. Vu que je testais des trucs avec eux, je ne savais pas quelle solution apporter, donc j'ai fait des choses qu'il fallait pas. Par exemple, je me souviens avec mes 3e, j'ai beaucoup fait ami-ami avec eux parce que je me disais j'ai envie d'être le prof cool, etc. Mais si on m'avait dit c'est contre-productif, au bout d'un moment ils vont plus du tout vous respecter ou quoi, j'aurais anticipé. Là, je m'en suis rendu compte par moi-même, un peu trop tard, ça a été très dur à reprendre en main. Voilà. Donc le fait d'avoir des professeurs mal formés ou pas formés, ça a un impact sur les élèves. Et il y a aussi le fait, effectivement, comme je le dis dans l'ouvrage, que nous avons affaire à une génération de fragiles. Alors souvent, c'est un terme qui est utilisé par la population pour pointer du doigt les jeunes en disant ils sont fragiles quand même, ils pleurent pour rien, voilà, ils n'ont pas connu les vrais problèmes dans le monde. Machin. Et ce à quoi je réponds dans ce chapitre, que la génération qu'on a, effectivement, je pense, est fragile, mais a raison en fait. Par exemple, on oublie que là, ils ont tous grandi dans l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'ils n'ont connu qu'une France sujette aux attentats terroristes. Nous, notre jeunesse était quand même assez épargnée par ces choses. On a connu des attentats aux États-Unis ou au Royaume-Uni ou quoi, mais c'était pas sur le territoire français et c'était pas du tout à cette fréquence non plus. Il y en a eu des attentats en France dans les années 90 également. Mais voilà, c'était pas aussi répété, ça faisait pas l'actualité tous les mois.
Il y a ça, il y a le fait qu'on a traversé une pandémie mondiale, c'est quand même la première fois qu'on connaît ça. On a aussi un système politique, on va dire assez tendu depuis des années. On a des manifestations où il y a quand même une répression très violente. Voilà, on a tout un tas de choses qui font que les ados d'aujourd'hui, on a aussi toute la crise écologique qu'on traverse avec, là, on est au mois d'octobre et il fait encore 30 degrés. Et on prédit plus X degrés, la fin du monde sous peu, etc. Enfin, les ados, ils ne sont que le fruit du monde dans lequel ils vivent. Et on n'a pas un monde très bienveillant, je trouve, pour ces adolescents. Et en plus, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, on les met dans des classes, on les empile, on les entasse, et on ne donne pas aux professeurs les moyens de bien leur venir en aide. Et on leur dit, en plus, à la fin, maintenant, il y a Pronote, qui est une machine qui va un peu gérer votre avenir à votre place. Et c'est un peu la roulette russe. Et il n'y a plus de place pour tous à l'université aussi, là où c'était le cas avant. Moi, je comprends que les ados, ils soient un peu paniqués et qu'ils aient la boule au ventre en ayant le lycée. Je trouve ça déplorable, mais c'est la réalité maintenant. De même que là, la dernière réforme du lycée a instauré le contrôle continu, soi-disant pour alléger le stress des épreuves du bac, mais au final, il ne fait qu'étendre ce stress sur 2 ans. Donc moi, des élèves qui ont fait des crises d'angoisse, j'en ai jamais eu autant que depuis la réforme du lycée. Quand on est parent, comment ne pas tomber dans des crises d'angoisse lorsque l'on entend tout ça ? C'est compliqué, hein. Ouais, moi je comprends aussi que les parents soient agacés, c'est terrible. Pour moi, la solution, elle va dans un soutien aux enseignants. C'est-à-dire que nous, généralement, quand on fait grève, quand on s'oppose à une réforme, c'est pas pour notre petit confort personnel. C'est parce qu'on se dit ce qui est en train de se passer, c'est pas bon pour les élèves. Ça va leur retomber dessus et ça ne les aide pas à apprendre, ça ne les aide pas à être bien. Et donc, souvent, quand on fait grève, évidemment, ça va être pénible pour les parents parce qu'il faut faire garder les enfants, parce que ci, parce que ça, mais c'est un coût d'une journée, mais pour sauvegarder l'éducation à plus long terme. Donc oui, je pense, moi, qu'il y a une union très importante qui est à créer, à recréer, à renouer entre les parents et les enseignants, parce que en fait, on travaille avec le même objectif, qui est celui d'instruire au mieux les élèves, dans les meilleures conditions qui soient. Nous, on a envie que vos enfants se sentent bien à l'école. Un élève qui se sent bien, c'est aussi un élève qui fait moins le bazar en classe. Donc, évidemment, c'est bien pour nous tous. Donc oui, je comprends que la situation soit angoissante, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit cet ouvrage. C'est parce que je pense qu'il y a une prise de conscience qui est nécessaire, qui n'est pas plaisante, mais voilà, il est nécessaire d'en passer par là. Là, ça y est, on commence à se rendre compte que l'éducation est en crise, mais nous, on le ressent depuis bien plus longtemps que ça. Est-ce que vous avez espoir que le système change à court terme ? Et si oui, quelles solutions vous voyez ? Non, hélas, si j'avais vu une solution à court terme, je serais resté dans l'éducation nationale. Donc moi, je n'en vois pas là à court terme. J'en vois peut-être à moyen terme ou long terme, avec comme je dis, cette union, cette idée des parents et des profs qui luttent main dans la main contre un système qui ne donne pas de place aux enfants. Ça j'y crois, j'espère. J'espère que là, on est en train de traverser le pire pour que le meilleur puisse naître. Mon espoir. C'est généralement comme ça que ça se passe. Quand il y a une crise, ensuite, on en ressort un peu plus fort. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Ouais. Alors, on a une question rituelle maintenant dans le podcast. Comme vous savez, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour les enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? J'aimerais beaucoup de choses. En fait, j'aimerais, moi, je trouve, là, actuellement, que ce qu'on fait envers les adolescents, les enfants, c'est de la maltraitance. Voilà. En fait, c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à la démission, c'est que je ne voulais pas être complice, plus être complice de ça. C'est-à-dire que quand on voit un élève qui n'a pas sa place dans une classe normale, c'est-à-dire qu'il est en situation de handicap, qu'il devrait avoir des adultes pour s'occuper de lui, ou qu'il est en tellement grande difficulté scolaire que ça n'a aucun sens de l'emmener jusqu'en 3e ou jusqu'au lycée, qu'il est en souffrance, et la seule réponse qu'on a à lui donner, c'est « Désolé, il n'y a plus de place en SECPA, il n'y a plus de place en Ulysse ou quoi »,
pour moi, voilà, c'est de la maltraitance. Donc moi, ce que j'espère, à court, moyen terme, c'est une prise de conscience et une réouverture de toutes ces classes pour les élèves à besoins spécifiques. Ouais. Parce que ce sont eux, je pense, qui en souffrent le plus. Ouais. Et voilà, et ça ferait du bien, en fait, que quand un élève a un besoin d'être suivi de près, faut pas le mettre dans une classe à 36. Ça paraît être basique. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on donne à l'école les moyens de bien s'occuper des élèves. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, William. Votre travail est vraiment essentiel pour la société et je suis certaine que vous contribuez à ce que les choses changent et qu'on retrouve une forme d'optimisme pour l'éducation de nos enfants. J'espère. En tout cas, j'invite tous les auditeurs à se procurer votre livre. Je mettrai le lien en description du podcast. Moi, je l'ai dévoré très rapidement et je suis sûre que ce sera le cas de nos auditeurs. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.